Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation. Elle travaille sans le savoir. Enfin, c'est nous qui ne le savons pas. Nous travaillons sans le savoir à construire le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles pour atteindre cet état. Mais c'est le chemin, selon mon analyse, c'est le chemin vers lequel nous allons. Nous ne pouvons pas ne pas construire, ne pas atteindre cet état de paradis, en somme. Le paradis, c'est, à mon sens, d'après encore mon analyse, ça n'a rien à voir avec ce que poursuit le progrès actuel, par exemple. Le paradis, c'est la paix universelle, la fin des frontières, la fin du travail de la façon dont on le vit, c'est-à-dire une sorte de bagne. On serait dans une sorte d'entretien de l'humanité, mais l'humanité serait achevée techniquement. Donc il y aurait plus besoin de construire, mais simplement d'entretenir et de profiter de l'existence, de contempler, de se rencontrer, d'aller à la rencontre les uns des autres, de s'aimer en fait. Voilà. À quoi peut correspondre ce paradis, c'est-à-dire un endroit où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, où l'homme est entièrement pacifié et où nous avons eu accès à l'entière liberté de circuler, de vivre, voilà. Mais ça n'est plus une liberté qui est dérangeante pour les autres, comme dans le libéralisme. Une liberté d'entreprendre, donc d'asservir autrui, d'utiliser le temps de vie des autres humains. C'est justement ce que nous sommes en train de critiquer à travers cette critique du libertarisme, que je vais reprendre là. Donc la liberté libertarienne ou la liberté du capitalisme, c'est pas une liberté, c'est une liberté pour certains. C'est la liberté d'utiliser la vie, le temps de vie des êtres humains à ses propres fins. Et ça, c'est quelque chose que l'humanité aura dépassé. Mais effectivement, la liberté, c'est ce qui attend l'humanité future. Nous accéderons à la liberté absolue. C'est-à-dire plus aucune entrave et on n'aura évidemment plus besoin ni de police, ni d'armée, ni rien du tout, parce que plus aucun homme ne représentera un danger pour ses congénères. Donc ça veut dire qu'il va falloir atteindre le niveau où on a pacifié entièrement l'être humain. On a maîtrisé entièrement le comportement de l'humain. Donc il n'y a plus de danger, il n'y a plus de crainte à avoir de nos congénères. Et donc voilà, ça demande encore beaucoup de travail. C'est pour ça que je parle de siècles pour atteindre cet état-là. Mais c'est notre horizon, c'est notre destinée. Voilà. Alors après, on peut pas présumer de ce que deviendra l'humanité, mais à mon sens, c'est le chemin et c'est la finalité de toutes nos actions. On arrive à construire cet état de perfection. Alors je vais reprendre l'écoute de l'anatomie de l'État lue par un internaute de Murray Rothbard. Voilà. On remercie cette personne qui le lit de façon absolument limpide et je lance, je découvre en même temps et je commente cette lecture. Je pense que c'était les années 50 ou 60. On va le regarder d'ailleurs. Anatomie de l'État. L'anatomie de l'État, c'est quelle année ça? Et alors? Bon, ben, il a même pas un petit espace
un petit espace Wikipédia. Comment ça se fait? Bon, où est-ce qu'on va retrouver ça? Anatomie de l'État, Rothbard. Murray Rothbard. Allez, on va le regarder par là. Donc, quand est-ce qu'il a écrit ce truc? Biographie, pensée. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur son travail. C'est clair. Économie and State. Alors, je pense que c'est... voilà, 74, Anatomy of the State. 74, donc il y a déjà un petit moment. Allons-y, on continue et on lance. Alors que d'autres individus ou institutions tirent leurs revenus de la production de biens et de services, et de la vente pacifique et volontaire de ces biens et services à d'autres, l'État tire ses revenus du recours à la force, c'est-à-dire de l'utilisation et de la menace, de la prison et de la baïonnette. Ayant recouru à la force et à la violence pour obtenir ses revenus, l'État continue jusqu'à réglementer et contraindre les autres actes et ses sujets individuels. On pourrait penser que la simple observation de tous les États à travers... Alors, c'est une vision quand même vraiment violente, et surtout dans les années 74 ou 70, où c'était la période, on pourrait dire, faste de l'humanité, là, depuis longtemps, avec les 30 Glorieuses, avec l'État-providence. C'était, malgré tout le monde était à peu près heureux de payer des impôts, d'être, c'était pas une contrainte si dure que ça en réalité. Elle est devenue beaucoup plus dure. Aujourd'hui, le monde, pour ceux qui ont connu les deux périodes, le monde actuel, il est beaucoup plus, l'État est devenu beaucoup plus violent et sous l'impulsion du néolibéralisme. Pas sous l'impulsion justement d'un libéralisme ou d'un capitalisme à visage humain. Là, on est dans un libéralisme à visage inhumain. Et il est effectivement extrêmement violent, il est extrêmement prédateur et sourd, parce que c'est lui qui décide, l'État décide de tout sans interroger le peuple. Là, par exemple, nous sommes à la veille de éventuellement la paix entre la Russie et l'Ukraine, et donc la Russie et l'OTAN en réalité, et ça se fait par-dessus le peuple, les peuples. Je viens d'écrire un petit commentaire sur un message du président qui dit ils se sont réunis, plusieurs présidents de l'Europe, en disant on a convenu qu'il fallait s'armer, en gros, qu'il fallait doper la défense, doper, etc. S'ils interrogent leur peuple, les peuples diront plus précisément qu'ils veulent doper la paix, et non pas le fait d'être belliqueux, d'augmenter le potentiel militaire, etc. C'est pas ça qui est vraiment le but réel. Et pendant une bonne partie de l'après-chute du mur de Berlin, l'intérêt, c'était de réduire justement l'armement, et on partait dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais ce qui ne veut pas dire que on doit repartir dans ce sens. Bon, bref, mais ce qui est surtout, on voit que le peuple n'est pas interrogé. Le peuple, la pertinence du peuple, l'intelligence populaire n'est pas mise en avant. Et c'est un problème démocratique. C'est-à-dire qu'on élit des gens et après ils font ce qu'ils veulent d'une certaine façon, plus ou moins. Et ça, c'est pas supportable en démocratie.
parce que le peuple, il a une pertinence bien plus importante dans la mesure où c'est lui qui souffre, par exemple, dans les guerres. C'est pas quand les chefs d'État parlent d'envoyer des troupes sur le front ukrainien, c'est pas eux qui y vont, c'est pas leurs enfants, c'est pas c'est pas cette élite qui part faire la guerre comme à l'époque de nos rois qui partaient, qui étaient à la tête de leur armée. Non, on est dans une autre configuration. Donc, le peuple, il sait exactement ce qu'il veut, ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui, si on l'interroge. L'histoire et dans le monde serait preuve suffisante de cette affirmation. Mais les vapeurs du mythe reposent depuis si longtemps sur l'activité de l'État qu'une explication est nécessaire. Chapitre Donc, 2. Ce que l'État est. Donc, en somme, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas l'État, c'est la façon dont l'État se comporte. C'est tout. Un État qui serait véritablement démocratique, qui serait bienveillant pour son peuple, qui aurait une véritable vision démocrate, il n'agirait pas du tout comme ça. D'abord, il privilégierait le travail pour soutenir ce que le libéralisme exclut, parce que ils sont moins bien adaptés à l'énergie qui est dépensée et qui est demandée par le capitalisme. Donc, de soutenir les plus faibles, en somme, comme le monde judéo-chrétien dont il se réclame le préconise, en fait. Hein. Donc il se comporterait d'une autre manière. Un libéralisme qui serait, un État qui serait véritablement humain se comporterait d'une autre manière et il n'y aurait rien à lui reprocher en réalité. Et le peuple serait très heureux. L'homme vient au monde nu, avec le besoin d'utiliser son esprit pour apprendre à prélever les ressources que lui offre la nature et à les transformer, par exemple en investissant du capital, en formes, modèles et endroits où les ressources peuvent être utilisées pour la satisfaction de ses besoins et l'amélioration de son niveau de vie. Alors, ça, c'était valable à l'origine, certainement, de l'humanité, quand les hommes devaient tous être aptes, et puis les inaptes, ils pouvaient pas survivre en réalité. Mais on est arrivé à un autre niveau de l'évolution de l'humanité. Maintenant, les hommes, ils naissent nus, certainement, mais en réalité, ils n'ont pas tous besoin de se battre pour survivre. Donc le monde est organisé d'une autre manière. Et c'est ce qui fait que ceux qui n'ont pas l'envie de compétition ou quoi que ce soit ont une place dans la société, mais depuis très longtemps. Déjà depuis le principe tribal, hein, ceux qui voulaient pas être des guerriers ou quoi que ce soit, ils pouvaient être des artistes, faire des chamans, s'occuper d'autre chose. Voilà pour la tribu, pour le groupe. Donc c'est pas une obligation d'être un ouvrier, d'être un entrepreneur, etc. Il y a une vision là qui est auto-centrée, qui est narcissique, qui se voit et qui voit pas autrui, en somme. Qui voit pas la totalité. La seule façon pour l'homme d'y parvenir consiste à utiliser son esprit et son énergie pour transformer les ressources et échanger ses produits contre des produits créés par d'autres. Donc ça veut dire qu'on doit être soit des ouvriers, soit des commerçants, d'une certaine manière dans cette chose-là. Il y a pas de place pour d'autres façons de vivre. Et pourtant, dans cette année où il écrivait ça, il y avait le mouvement hippie qui était là et qui réclamait une autre façon d'exister dans ce monde. Justement, qui était très cohérente par rapport à tous les progrès qui avaient été réalisés. Il pensait que c'était le moment de pouvoir commencer à profiter de l'existence, sans être obligé d'être un acharné du capitalisme, quoi. Et d'échanges volontaires et mutuels, la productivité
et donc le niveau de vie de tous les participants à l'échange peuvent considérablement augmenter. Le seul moyen naturel pour l'homme de survivre et d'atteindre la prospérité consiste ainsi à utiliser son esprit et son énergie pour se lancer dans le processus de production et d'échange. Il y arrive d'abord... Mais justement, c'est là où ça ne voit pas, ça se voit soi-même, quoi, ce type de pensée. Il il ne peut pas tenir compte. Je pense que Murray Rothbard ne voit pas, ne peut pas se mettre à la place d'autrui, en somme, des autres, des différents de lui, d'une certaine façon. Il peut pas voir qu'il y a des gens qui n'ont pas la rapidité d'esprit pour être adaptés au libéralisme tel qu'il est, à la compétition telle qu'elle est. C'est très bien qu'il soit pris en charge par l'État. Et justement, dans l'État-providence, tous ceux qui étaient acompétitifs, qui n'aimaient pas la compétition, qui ne s'intéressaient pas à ça, eh bien, le système, le fonctionnariat les récupérait. En somme, ils avaient une position où ils n'avaient pas besoin d'être dans la compétition. Ils existent, ces êtres humains. Et il y en a beaucoup. Et donc, ils ne souffraient pas, ils ne se retrouvaient pas éjectés à la rue. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui sont entre guillemets inadaptées au capitalisme tel qu'il se produit, eh ben, on les retrouve dans la rue. On les retrouve en dépression, dans les centres de dépression, etc. On les retrouve voilà, ils sont éjectés du système et ils sont dans une souffrance absolue. Avant, l'humanité les prenait en compte et les préservait d'une certaine façon. Et là, il est vraiment le capitalisme tel que le préconise Murray Rothbard, c'est vers cela qu'on va, et plus on va vers cela, et plus il y a de la souffrance des plus faibles, quoi. Donc il devient de plus en plus impitoyable. C'est pas vivable, à mon sens. En trouvant des ressources naturelles, puis en les transformant, en y mélangeant son travail et le bloc, pour en faire sa propriété individuelle, puis en échangeant cette propriété contre la propriété d'autrui obtenue de manière similaire. Le cheminement de la société dicté par les exigences de la nature de l'homme est donc celui des droits de propriété et du libre marché, du don ou de l'échange de tels droits. Par cette voie, les hommes ont appris à éviter les méthodes de la jungle ou se battre pour des ressources rares afin que A puisse les acquérir aux dépens de B, et à la place, à multiplier énormément ses ressources via la production et les échanges pacifiques et harmonieux. Le grand sociologue allemand Franz Oppenheimer souligna qu'il y a deux manières mutuellement exclusives d'acquérir de la richesse, l'une par le mode ci-dessous de production et d'échange, qu'il dénomma le moyen économique. L'autre est plus simple, en ce sens qu'elle n'exige pas de productivité. Elle passe par la saisie des biens et des services d'autrui, par le recours de la force et à la violence. Alors, si c'était aussi parfait qu'il le dit, ça marcherait, mais on n'est pas à ce niveau, on n'a pas atteint ce niveau de conscience dans l'humanité. C'est-à-dire que dès qu'on lâche les brides, dès qu'on laisse la liberté, ben on rentre dans un système de compétition, mais inouï, farouche, violent. Et on le voit dans la compétition entre l'Amérique et les Chinois. Elle se déroule partout sur la planète, cette compétition. Et cette compétition est sans foi ni loi. Pour récupérer des terres rares, des trucs, on peut engendrer des guerres, on peut se comporter comme des minables, quoi, vraiment comme des criminels. Donc, ça veut dire que ça fonctionne pas dans l'état d'esprit que nous avons encore. Le niveau d'état d'esprit que nous avons atteint ne nous permet pas encore de partir dans des échanges qui seraient respectueux, etc. Voilà. Ou alors, ça veut dire qu'il faut dépasser le système étatique. Là, je suis d'accord. S'il n'y a plus l'État, si en fait nous sommes tous des citoyens du monde, et qu'on
considèrent que les Américains considèrent les Chinois comme leurs frères, comme au même titre que les Américains, ben, et réciproquement, là, il y a aucun problème. D'accord, ok, ça pourrait fonctionner à ce niveau-là. Mais tant qu'on est dans des systèmes nationaux, eh bien, on le voit. Là, les chantres du libertarisme américain, ben, ils se rangent derrière leur gouvernement et ils se mettent en compétition farouche contre les prétendants, c'est-à-dire les BRICS, la Chine, etc. Et donc, voilà, ils vont s'associer au détriment des uns des autres. Là, en ce moment, ils vont peut-être s'associer, d'ailleurs, les nouveaux dominants au détriment de l'Europe, au détriment de l'Afrique, au détriment du reste du monde. Bon, voilà. Donc, on peut pas, on n'est pas dans quelque chose qui est viable à ce niveau-là. C'est la méthode de confiscation unilatérale des biens d'autrui. C'est la méthode qu'Oppenheimer qualifia de moyen politique vers la prospérité. Il devrait être clair que l'utilisation pacifique de la raison et de l'énergie dans la production est la voie naturelle pour l'homme, les moyens de sa survie et de sa prospérité sur cette terre. Il devrait être tout aussi clair que les moyens coercitifs et d'exploitation sont contraires aux droits naturels. Ils sont parasitaires car au lieu d'ajouter à la production, ils en soustraient. Les moyens politiques siphonnent de la production. Coercitif, mais en fait, l'État se substitue à la violence humaine, tout simplement à la prédation, devient une sorte de prédateur pour l'ensemble. C'est vrai, bien sûr, mais pour éviter que les prédateurs particuliers se chargent eux-mêmes de voler autrui, en somme, de s'affirmer aux dépens d'autrui. Et si on... Voilà, c'est plus juste que ce soit l'État qui prenne pour redistribuer, s'il est vraiment dans un système démocratique, un système bienveillant, il a plus de chances d'être bienveillant, en somme, que l'individu, à mon avis. Vers un individu ou un groupe parasitaire et destructeur, et cette aspiration non seulement soustrait au nombre qui produisent, mais réduit également l'incitation du producteur à produire au-delà de sa propre subsistance. À long terme, le voleur détruit sa propre subsistance en étiolant et en éliminant la source de son propre approvisionnement. Mais pas seulement. Même à court terme, le prédateur agit à l'encontre de sa nature véritable d'homme. Nous sommes désormais en mesure de répondre plus amplement à la question « Qu'est-ce que l'État ?» Et alors, est-ce qu'avant avant que l'État existe, est-ce qu'il n'y avait pas un système prédateur qui était en place? Alors, il faut bien resituer les choses. Bien avant que l'État existe, il y avait très peu de monde sur la planète. Donc, il y avait de l'espace, il y avait... Les ressources étaient communes, la propriété n'était pas privée, tout appartenait à l'ensemble, c'était les chasseurs-cueilleurs, etc. Il n'y avait pas de propriété privée, donc ça n'a rien à voir. On a à cette époque-là, on est dans une autre configuration de l'évolution humaine. À partir du moment où il y a eu de la possession, est-ce que déjà là, bien avant qu'il y ait de l'État, est-ce qu'on n'allait pas chercher dans la tribu voisine ce qu'on pouvait aller piller? Est-ce que on n'était pas est-ce que la nature humaine ne montrait pas sa véritable nature? Voilà, c'est ça qu'il faudrait pouvoir analyser. L'État, selon les mots d'Oppenheimer, est l'organisation des moyens politiques. C'est la systématisation du processus prédateur sur un territoire donné. Car au mieux, le crime est sporadique et incertain. Le parasitisme est éphémère et le mode de vie coercitif et parasitaire peut être interrompu à tout moment par la résistance des victimes. L'État fournit un canal légal, ordonné et systématique à la prédation de la propriété privée. Il rend certain, sûr et relativement paisible
le mode de vie de la caste parasitaire de la société. Puisque la production doit toujours précéder la prédation, le marché libre est antérieur à l'État. L'État n'a jamais été créé par un contrat social, il est toujours né de la conquête et de l'exploitation. Le paradigme classique, considérer une tribu conquérante cessant sa méthode ancestrale à base de pillage et d'assassinat d'une tribu conquise, pour réaliser que la persistance du pillage serait plus longue et plus sûre, et que la situation serait plus agréable si la tribu conquise était autorisée à vivre et à produire. Les conquérants, oui, mais alors, en s'installant parmi eux comme des dirigeants exigeant un tribut annuel continu. oui, donc le mécanisme irait dans ce sens-là, mais ça c'est pas le cas. Les razzias, par exemple, dans le système ancien tribal dans le désert, c'était courant, quoi, ces choses-là. Donc la nature, et qu'est-ce qui était recherché dans cette dans la razzia, est-ce que c'était pour survivre ou est-ce que c'était pour se développer un peu plus, pour prendre du pouvoir? Enfin bref, pour des notions bassement instinctives. Ça serait à regarder. Et si plusieurs tribus se sont réunies en cité et ont fait des États, ça n'est peut-être pas pour rien. C'est une réflexion intelligente d'une certaine manière. C'est la façon de gérer justement les pulsions telles qu'elles étaient pour éviter que les clans s'affirment les uns aux dépens des autres. Il y avait quelque chose qui devait gérer ce principe. Ça me paraît extrêmement puéril de penser qu'on peut écarter l'État dans les circonstances actuelles, telles que le monde est encore aujourd'hui. À mon sens, ça, c'est extrêmement prématuré, quoi. Et ça peut être un véritable problème pour l'humanité. On n'a pas atteint le niveau de conscience capable d'expérimenter correctement ça. Une démarche donnant naissance à un État pourrait être illustrée comme suit. Dans les collines de la Ruritanie du Sud, un groupe de bandits parvient à obtenir le contrôle physique du territoire, et au final, le bandit en chef se proclame roi de l'État souverain et indépendant de la Ruritanie du Sud. Et si lui et ses hommes ont assez de puissance pour tenir ce régime pendant un moment, tada, un nouvel État a rejoint la famille des États-nations. Et voilà les anciens bandits en chef transformés en noblesse légitime du royaume. Alors, je pense que là, il y a quelque chose qui est peut-être pas vu, ça mérite vraiment d'être creusé. Est-ce que la France, qui s'est constituée sur des petits fiefs où régnaient des petits princes un peu partout dans les provinces, est-ce que quand elle s'est réunie, c'était pas pour neutraliser les velléités, etc. Pourquoi elle s'est constituée, la France, à ce moment-là? Pourquoi l'Italie s'est constituée? Pourquoi la Suisse s'est constituée? Pourquoi chaque pays s'est constitué? Quel est l'intérêt de constituer des pays comme ça? Voilà, ça mériterait d'être entendu. Alors, dans un monde où toutes les ressources sont suffisantes, je pense qu'il n'y aurait pas de problème, mais ça n'empêchera pas une des bases de la nature humaine encore, qu'il faudra dépasser d'ailleurs, la jalousie. La tribu d'à côté, le groupe d'à côté possède quelque chose, il a réussi à faire un outil qu'on lui envie. Voilà, ils viennent de fabriquer quelque chose d'un totem magnifique. Et chaque fois que nous, la tribu d'à côté, on passe à côté, on voit cette chose extraordinaire qu'il a plantée au milieu de son village et on le veut. Voilà. Donc, est-ce que on n'aurait pas, si on a la force, est-ce qu'on n'aura pas la tendance à aller le prendre par la contrainte? Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie. C'est un peu laborieux parce que c'est pas très facile
à exprimer tout ça. Et je maîtrise pas bien le sujet, mais bon, ça apporte peut-être des idées un peu, voilà, ça éclaire. L'intérêt, c'est juste que ça éclaire la chose et qu'on sache de quoi l'anatomie de l'état de Murray Rothbard parle. Merci à vous.